Donc bonjour, bienvenue à cet atelier sur la réforme du secteur bancaire en Tunisie, organisé par le club Finance d'Atuj. Je vais commencer très rapidement par une présentation du club. Donc le club Finance Atuj, c'est l'un des plus anciens clubs professionnels d'Atuj France. Donc il a trois objectifs: animer le réseau, animer le réseau des Tunisiens qui travaillent dans la finance, débattre et proposer des solutions par rapport à des problématiques liées au secteur financier, au secteur économique d'une manière générale, et faire profiter de ce réseau-là à nos étudiants de grandes écoles. Donc là, à droite, vous avez quelques activités du club pour 2013-2014. Donc notamment, on a eu 2 dîners débats, en septembre et en mars, et après un voyage professionnel à Londres, qu'on essaye de perpétuer comme étant une tradition qui coïncide avec le forum Atuj UK. Et il y a l'atelier d'aujourd'hui. Donc je vais passer très rapidement par une petite présentation du secteur bancaire tunisien. Donc là, vous avez en fait en termes de nombre d'acteurs, ce n'est pas très visible, mais on a à peu près une vingtaine de banques actuellement. En termes d'actionnariat, c'est à peu près un tiers d'actionnariat État, un tiers d'actionnariat privé tunisien et un tiers d'actionnariat étranger. Maintenant, en termes de concentration, qu'on peut mesurer avec le total des actifs des 3 premières banques. Donc on est à 60%. Donc on n'a pas encore amorcé la concentration, sachant que d'autres pays comme le Maroc sont à un ratio à 90. On a des ratios semblables à celui de la Turquie et de l'Égypte. On verra en fait l'impact de ça après à l'international. Concernant la bancarisation, on a à peu près 1450 agences bancaires, avec une grande disparité en fait régionale. 85% se trouvent sur le littoral, 40% en fait dans le Grand Tunis. En termes de ratio, en fait, on a 7500 habitants par agence. Pareil, le ratio, la disparité régionale, donc on a 22 000 pour habitants par agence dans le centre-ouest, alors qu'on a 6 000 pour le Grand Tunis. À titre de comparaison, le Maroc, il doit être à 6 000 en fait agences en moyenne par habitant, et les pays de l'OCDE, ils doivent être à 2 000 à peu près. On a à peu près 50% des Tunisiens en fait, qui ont un compte bancaire, un ratio qui est assez stable depuis les années 2000. Ça n'a pas beaucoup progressé, sachant qu'au Maroc, ils ont doublé à peu près ce ratio-là, en passant de 25 à 55, incluant en fait tout ce qui est compte postal. Ils ont un objectif de, il me semble, 70% en fait pour l'horizon 2016. Maintenant, en fait, en termes de risque, il y a un rapport en fait de S&P qui date de septembre 2012. Donc, il élève en fait il garde en fait la note de 8 sur 10 en termes de risque pour le secteur, avec un risque très élevé. Mais il a élevé en fait le risque économique de 7 à 8. Donc, en soulignant en fait un grand problème de créances douteuses, qui sont à 19%, selon en fait Mohamed Lahbib Ben Saad, directeur des professionnels des banques, en fait, avec des créances qui sont mal provisionnées, en fait. Elles sont juste à 55%. Maintenant, à l'international, donc la faible taille est assez pénalisante. Quand on regarde dans les banques africaines, donc les 3 premières banques, elles sont dans les 50e places, sachant que Tijer et Wafa, ils sont 7e, et les banques populaires du Maroc, en fait, ils sont 9e. Donc, quand on compare en termes de PNB en fait, on a un ratio de 80 entre Standard Group et une de ces banques-là, sachant que le ratio entre le PIB en fait de l'Afrique du Sud et la Tunisie, en fait, il est à peu près de 9 seulement. Donc en gros, ça c'est les chiffres. On aura peut-être le temps de revenir dessus avec nos panélistes. Donc nos panélistes, c'est Jalloul Ayed, donc ancien ministre des Finances. Sfad Abdelkafi, en fait, DG de Tunisie Valeurs, Lies Barayana, responsable stratégie BFI de la BIAT, et Slim Khenfir, donc responsable stratégie et transformation des Tijeri. Je vais commencer par vous, en fait, si Jalloul. Je vais vous citer. Dans votre livre La route des Jasmins, vous écrivez: quand j'ai quitté la Tunisie à la fin des années 80, le système financier tunisien était considéré comme étant l'un des meilleurs d'Afrique. Force m'est de constater qu'à mon retour 24 ans plus tard, le système financier en général et le système bancaire en particulier avaient enregistré un grand retard par rapport aux pays concurrents de la région comme le Maroc. Alors, est-ce que vous pouvez détailler un peu plus, nous parler en fait des mots de ce secteur bancaire?
Très bien. Allez, voilà. Merci. Je vais commencer par vous dire que toute la joie que j'éprouve chaque fois que je me retrouve avec mes amis athugiens. En fait, j'ai fait une petite escale de quelques heures à Paris juste pour être avec vous, parce que je dois partir malheureusement avant même la fin de la session, parce que je dois présider un autre forum tout aussi important à Milan. Répondre à cette question me prendrait quelques heures, mais je vais vous donner un peu les titres. Il y avait un économiste allemand qui s'appelle Albert Hahn, qui n'est pas très connu, mais il a dit une phrase qui est restée ancrée dans la mémoire de ceux qui s'intéressent à l'économie. Il a dit « Capital is made at home ». Le capital est produit chez soi. C'est-à-dire que pour évaluer un système financier et pour que le système financier puisse réellement jouer son rôle, il faudrait qu'il puisse produire aussi bien en equity qu'en dette ce dont les opérateurs économiques ont besoin. Et quand on parle d'opérateurs économiques, on parle de l'ensemble des opérateurs économiques, aussi bien les micro-entreprises que les grands groupes ou les grands projets. Alors, si on devait aujourd'hui tester le système financier tunisien pour voir s'il joue réellement le rôle en offrant l'ensemble des produits et des services sur toute la chaîne de création de valeur, on se rend compte presque immédiatement qu'il y a des lacunes absolument terribles. Je vais commencer par le marché de la dette. Le marché de la dette en Tunisie, il est aujourd'hui particulièrement servi par le système bancaire. Alors, nous savons pertinemment bien que les banques commerciales n'accordent que des crédits généralement à court terme. Elles sont assujetties à des ratios réglementaires et de toutes les manières, c'est la logique même. On ne peut pas utiliser des dépôts à vue, c'est-à-dire des dépôts à court terme, pour financer des projets à moyen ou long terme. Les banques sont autorisées jusqu'à une certaine limite à utiliser une partie de leurs dépôts à vue pour financer des projets à long terme, mais c'est une contrainte majeure. Et donc la question qui se pose et qui est évidente, si on doit lancer aujourd'hui en Tunisie des grands projets, et surtout les projets d'infrastructure, comment est-ce qu'on va les financer ? Est-ce qu'il y a un marché aujourd'hui en Tunisie qui puisse répondre à ces besoins? Et la réponse est non, malheureusement. On n'a pas un marché obligataire, par exemple, qui puisse permettre aux grands sponsors ou des sponsors de projets, surtout des projets qui ont un cash flow en dinars tunisiens, pour lever la dette dont ils auraient besoin pour financer leurs projets. Et ça, c'est une lacune majeure. À un moment où notre pays a besoin justement d'investir dans des grands projets d'investissement, il y a un problème. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on ne lève pas les financements à l'international? Vous savez très bien que la réponse est que c'est très difficile aujourd'hui avec notre notation souveraine qui est au niveau de junk bond. Il est très difficile, même pour l'État, d'aller lever des capitaux à l'étranger. Donc on est vraiment dans la quadrature du cercle. C'est un vrai problème. Et d'ailleurs, même si on avait la possibilité d'aller lever des capitaux à l'étranger, le problème reste. Parce qu'avec la dévaluation du dinar, même pour des projets qui ont un cash flow surtout en dinars tunisiens, ou qui produisent un cash flow en dinars tunisiens, même si vous avez des projets qui ont des TRI très impressionnants, 15-20%, avec la dévaluation du dinar ou la dépréciation du dinar sur des périodes plus ou moins longues, vous pouvez vous retrouver avec des TRI négatifs. Donc ce n'est pas intéressant. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème parce que le problème du financement de notre économie. L'autre problème est un problème encore, je dirais, tout aussi important, parce qu'à la rigueur, il faudrait qu'on se mette au travail dès maintenant pour la création de ce marché, mais il y a tout un effort à faire pour sensibiliser les investisseurs institutionnels. Parce qu'après tout, on veut développer un marché des capitaux, surtout, c'est-à-dire pas seulement pour les banques, bien que les banques sont les membres les plus actifs, mais c'est surtout pour que les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à acheter du papier à moyen et long terme, qui sont donc les compagnies d'assurance, les fonds de pension, etc., il faudrait qu'ils soient actifs dans ce marché. Et je vais vous dire, et je pense que Fadel va vous en parler tout à l'heure, c'est un drame aujourd'hui, un vrai drame que les investisseurs institutionnels soient aussi timides que ça, que ce soit en bourse, donc sur le marché de l'equity, ou bien que ce soit sur d'autres marchés, donc se limitent à acheter des valeurs du trésor ou à investir dans l'immobilier. Donc ça, c'est le premier problème. Et c'est un problème sérieux. Voyons les autres problèmes. Et je parlerai du système bancaire tout à l'heure d'une manière un peu plus spécifique.
Vous savez qu'en Tunisie, le tissu économique est composé principalement par des petites entreprises et par des entreprises de taille moyenne. Et donc, la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que le système financier fournit les services et les produits dont ces entreprises ont besoin, en partie, mais une petite partie. Le portefeuille de crédit aujourd'hui de l'ensemble des banques tunisiennes, quand on le regarde de près, on se rend compte qu'il n'y a que 20% à peu près de ces crédits qui sont accordés aux PME. Les PME qui aujourd'hui contribuent à la concurrence de 70% des emplois en Tunisie ne bénéficient que 20% ou 25%, 20% je pense, ou 25%, c'est ça, 25% des crédits qui sont accordés par les banques tunisiennes. Donc vous voyez qu'il y a un gap, okay? The missing middle. The missing middle. C'est-à-dire un gap absolument extraordinaire. Et on se pose la question, pourquoi? Comment se fait-il que les PME qui jouent un rôle aussi important dans notre économie ne bénéficient pas d'un montant de crédit plus important? C'est que le problème, là encore, n'est pas un problème de dette, c'est un problème d'equity. Parce que les PME, jusqu'à maintenant, n'ont pas réussi réellement à créer en Tunisie un marché de fonds propres. Un marché de fonds propres pour les entreprises. Vous savez très bien qu'après la crise de 2008, l'orthodoxie financière, pas seulement en Tunisie, mais un peu partout dans le monde, exige un ratio equity-debt de 50-50. C'est une moyenne. Et la Tunisie n'échappe pas à cette règle. Donc aujourd'hui, si vous êtes une PME et que vous voulez avoir des crédits, les banques exigent de plus en plus que vous injectez du capital. Alors vous injectez du capital, très bien, mais comment est-ce que vous allez lever ces fonds propres s'il n'y a pas de marché? Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé à travailler il y a 3 ans, quand j'étais ministre des Finances, à créer ce marché. Et ce marché, il a des caractéristiques très spéciales dans le sens où on ne peut créer un marché de capitaux pour les PME qu'à travers des fonds d'investissement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé la caisse, l'une des raisons pour laquelle nous avons créé la caisse de dépôt et de consignation, qui devait jouer le rôle de seed money provider, c'est-à-dire de provider de mise initiale pour les fonds, leur donnant ainsi le caractère de tierce confiance et qui encouragerait d'autres investisseurs à donc investir dans ces fonds. C'est comme ça que petit à petit, et il y a un début assez encourageant, mais le chemin reste quand même très 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 lent. C'est quand même triste qu'après 60 ans de notre indépendance, on n'a pas pu réellement, et on n'a même pas posé le problème comme il se doit. C'est triste. Il faut au moins aujourd'hui qu'on pose ces problèmes-là comme il se doit. Parce qu'en leur offrant justement cette possibilité de lever les fonds propres nécessaires, les PME, à ce moment, avec un business plan qui soit bien structuré, peuvent approcher leur banque et peuvent espérer à ce moment-là d'avoir donc des financements plus importants. La même problématique se pose au niveau des petites ou de très petites entreprises. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui la présidente d'INDA, dont il faut être très fier parce que voilà une association de microfinance qui avait le jour sans un seul dinar de contribution de l'État et qui a réussi. Elle a réussi certainement parce qu'elle est dirigée par des gens compétents, mais elle a réussi surtout parce qu'il y a des besoins absolument énormes au niveau des petites entreprises ou des très petites entreprises. Là aussi, c'est un vrai problème. On parle souvent du marché parallèle et qui prend des proportions dangereuses aujourd'hui. Et on n'évoque pas trop les solutions. Les solutions, c'est-à-dire la démarche qu'il faudrait prendre pour essayer de, au moins, arrêter cette tendance qui prend, comme je viens de le dire, des proportions assez dangereuses. Et là encore, il y a toute une stratégie qu'il faut développer, une stratégie qu'on n'a pas encore réellement développée. Pour vous donner un petit exemple de cela, là encore, quand j'étais ministre des Finances, j'ai initié une refonte complète du cadre réglementaire de la microfinance. J'ai encouragé la création de nouvelles entreprises. Cela ne vous plaise, madame, mais je pense que c'est important de créer un vrai marché. Et ce que je souhaitais, en fait, c'est de créer une vraie industrie. Une industrie qui ferait partie intégrante du système financier et de créer des ponts entre les banques commerciales et les sociétés de microfinance, parce que le plus grand problème que les sociétés de microfinance ont aujourd'hui et vont avoir dans le futur, c'est le funding. OK ?
Et pour ce qui est des micro-entreprises, bien entendu, si on n'offre pas ces facilités en termes de financement, en termes d'accompagnement, en termes de micro-assurance, en termes de couverture sociale, on ne peut pas trop espérer à ce que ces entreprises qui opèrent aujourd'hui dans le marché informel puissent espérer, ou qu'on puisse nous-mêmes espérer que de les retrouver dans le marché formel. Il y a des solutions, mais il faudrait qu'on se mette au travail. Alors parlons un peu de banque, puisque c'est un peu le sujet aujourd'hui, très très rapidement. Comme vous le savez, aujourd'hui, le système bancaire tunisien est un système dichotomique. Il y a généralement 3 blocs de banques. Il y a le bloc de banque publique, il y a le bloc de banque étrangère, et il y a le bloc de banque privée. D'accord? Mais c'est à peu près les mêmes pourcentages. Alors pour ce qui est des banques privées, vous le savez très bien que c'est des banques qui prennent leurs consignes de leur siège. Ils généralement se trouvent à l'étranger. Et donc chaque fois qu'il y a des problèmes au niveau du risque souverain ou du risque pays, etc., il y a tendance généralement de ces banques de serrer un tout petit peu les lignes. Et donc on ne peut pas réellement trop espérer que ces banques soient trop agressives en matière d'octroi de crédit, mais aussi en matière d'investissement pour développer les marchés. Ce dont on a besoin, réellement. Et je vais vous dire quelque chose, moi, parce que j'ai passé le plus clair de ma vie professionnelle dans les banques, je sais que les banques, j'ai mon expérience, enfin, c'est-à-dire l'expérience que j'ai au Maroc, ne sont pas, les banques étrangères, là j'entends, ne sont pas très portées sur le transfert de technologie ou sur le développement de marchés financiers ou de marchés des capitaux. Je n'ai jamais vu réellement une banque étrangère étant leader sur un marché pour développer de nouveaux marchés. Ça peut vous étonner, mais moi je vous dis que par expérience, c'est la réalité. Ce sont les banques locales qui doivent développer le marché local. Et ce qu'on souhaite, c'est voir l'émergence de champions nationaux, c'est-à-dire des banques qui ont réellement l'assise financière qui puissent jouer ce rôle-là. C'est ce que le Maroc a fait. Et j'ai eu le privilège moi-même d'être le pionnier ou parmi les pionniers du développement du marché au Maroc. C'est la BMCE qui a commencé. Je me rappelle encore qu'au début, tout le monde pensait que c'était de la folie, créer une salle de marché dans un marché tel que le marché marocain. À la fin des années 90, non, enfin début 2000. Et pourtant, quand on a osé et quand on l'a fait, on s'est rendu compte tout de suite, mais on le savait, que le marché existait et qu'il fallait tout simplement le créer. Et on l'a créé. Moi, je me rappelle la salle des marchés que nous avons créée à la BMCE, et on a commencé par le développement du marché de taux. On était les seuls market makers pendant 2 ans. Très vite, les autres banques, surtout les grandes banques, nous ont rejoints. C'est comme ça qu'un vrai marché a été créé. Et je vais vous dire autre chose. Il n'y avait même pas de cadre réglementaire pour ce marché de taux, c'est-à-dire le marché de pension livrée. Il n'y avait pas. Le cadre réglementaire est venu 3 ans et demi après. Mais, on était encouragé par les autorités monétaires. C'est-à-dire qu'on tenait presque tous les jours les autorités monétaires au Maroc au courant de ce qu'on faisait. On leur envoyait des rapports. Non seulement qu'ils validaient ce qu'on faisait, mais ils nous encourageaient à aller de l'avant. Résultat, 2 ans et demi plus tard, on a doublé la taille de marché, de la salle des marchés. Aussi incroyable que cela puisse paraître. En Tunisie, le marché existe aussi. Je sais que Fadel a fourni des efforts monstres pour essayer de le créer, etc., à part ses responsabilités à la bourse. Mais sans qu'il y ait des vrais agents du changement, change agents, c'est ça ce qu'il faut. Hein. Il faut qu'il y ait des banques, surtout, qui disent « on va le faire, on va le faire ». Parce qu'il est temps, et c'est important. C'est important parce que c'est une importance vraiment, je dirais, nationale pour notre pays. On ne peut pas espérer avoir une économie forte si on n'a pas un système financier fort. C'est impossible, c'est l'épine dorsale de toute l'économie. Alors la Tunisie, c'est ce que je disais dans mon livre, l'impression que j'ai eue en rentrant en Tunisie 24 ans plus tard, c'est que le système financier était à la traîne. Mais là, je parle très franchement. Vous imaginez un pays où le système financier est à la traîne de l'économie? C'est incroyable, c'est insensé. Généralement, le système financier tire l'économie vers le haut. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on a connu pendant 20 ans des taux de croissance tout à fait respectables, du 4, 4,5, 5%, mais le système financier était là pour accommoder. On aurait peut-être
pu avoir des taux de croissance beaucoup plus importants si on avait un système financier beaucoup plus performant. Pour ce qui est des banques publiques, vous le savez très très bien, on a des difficultés, elles ont des difficultés aujourd'hui très très importantes, structurelles. Certaines d'entre elles ont des difficultés réellement pesantes. Je fais partie de la commission qui a été mise en place par la Banque centrale et le ministère des Finances pour essayer de trouver des solutions structurelles à cette problématique. Comme vous le savez, il y a eu des audits assez importants qui ont été faits. Je n'ai pas eu encore accès à ces audits. Je sais que pour la BNA, ça a commencé récemment. Mais il y a problème. Il y a problème. Et je vais vous dire quel est le problème, en partie. Premièrement, les banques publiques sont assujetties à 2 lois. Alors imaginez, Rabbi Khammou Chouaï, 2 lois. Toutes les autres banques, 1 loi, les banques publiques, 2 lois. Les banques publiques sont assujetties à la loi bancaire, bien entendu, parce que c'est des banques, et elles sont aussi assujetties à la loi qui régit donc, le régime de la fonction publique. Résultat, il y a des PDG de banques aujourd'hui qui touchent 50 000 dinars par mois et plus dans les banques privées. Mais je ne parle que des PDG, mais évidemment, les autres cadres aussi. Même si il y a le régime de la convention collective, mais vous voyez déjà la différence. Et les PDG des banques publiques touchent 6 000, 7 000 dinars. Donc il y a déjà cet aspect qui est assez important. L'autre aspect, c'est que, comme vous le savez, les banques publiques ont été historiquement utilisées comme étant une simple extension du gouvernement. Elles étaient là pour observer, pour obéir aux ordres qui leur étaient donnés de temps à autre. Et le résultat, c'est quoi? C'est que la STB aujourd'hui, par exemple, a un portefeuille malade, presque mort, surtout vis-à-vis de l'industrie du tourisme, donc de l'hôtellerie. Et c'était la fuite en avant, mais vous savez, tôt ou tard, hein, ça vous rattrape. Aujourd'hui, on est rattrapé par les problèmes qui se sont accumulés pendant de très 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 longues années. Donc il est important aujourd'hui qu'on tente de remédier à la situation des banques publiques. Il est tout aussi important que ces banques publiques retrouvent la place qu'elles méritent dans l'économie tunisienne, surtout qu'il faut leur rendre crédit du rôle qu'elles ont joué historiquement depuis l'indépendance. La STB, c'était considéré comme étant la mère des banques. Qu'elle soit malade aujourd'hui, c'est très triste. La BNA se porte un tout petit peu mieux, et la BH, plus ou moins. Donc, il y a matière. Et il y a des choses qu'on peut faire tout de suite. Bien entendu, le travail est un travail de fond qu'il faut mener, mais par exemple, aujourd'hui, on peut tout à fait imaginer que Adaf al-Iman, on peut créer une plateforme technologique commune. On peut le faire, on doit le faire. On peut décider que ces banques soient complètement autonomes. On peut le faire, on doit le faire. Et c'est-à-dire qu'on doit mettre en place une gouvernance réelle. Ce n'est pas en mettant 2 administrateurs indépendants qu'on parle de gouvernance indépendante. Je ne le crois pas. Donc s'il y a une volonté politique réelle, donnons à ces banques, même si elles restent dans la sphère publique, okay, on peut repenser la gouvernance de ces banques et même leur structure juridique pour être de vraies corporations, corporate, c'est-à-dire avec un conseil d'administration réellement indépendant et avec une équipe de management qui soit réellement forte et motivée. On peut faire ça. Et bien entendu, il y a d'autres actions qu'il faut mener. Il faut revoir leur système de gestion des risques, etc. etc. Et puis, il faudrait qu'on trouve la solution pour ce qui est du portefeuille malade, peut-être faire l'approche good bank, bad bank que vous connaissez. Mais ça, c'est une des solutions qu'on peut c'est-à-dire envisager. Je ne veux pas être très très lent, mais c'est une priorité absolue. D'accord? Et pour ce qui est maintenant des banques privées, il y a des banques qui essayent. J'ai la BIAT à côté de moi. Elle essaie, mais elle reste quand même toute petite. La Tunisie a besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, de voir l'émergence de champions nationaux, même dans le secteur privé. Et c'est les privés qui doivent, au fait, mener le jeu. C'est ce qui a été fait au Maroc. C'est les privés qui doivent mener le jeu. Mais avec la taille des banques que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'on peut réellement espérer voir les banques jouer le rôle qui leur revient de créer un vrai marché financier fort
avec l'assise financière qu'elles ont aujourd'hui? C'est une question que je me pose. Moi, je pense que la réponse, c'est que ce serait très difficile. Donc, il faut encourager, là encore, qu'il y ait fusion de banques et qu'on voit la naissance de vrais champions nationaux qui puissent réellement jouer le rôle de change agents, c'est-à-dire des agents du changement. Maintenant, pour ce qui est de la myriade de petites banques qui ne font rien, ne font que polluer le système bancaire, il faut qu'on trouve des solutions là encore. On ne peut pas garder cette situation de petites banques là, qui sont utilisées par les clients d'ailleurs des banques, n'est-ce pas, pour accorder des taux sur le marché des dépôts ou bien sur le marché des crédits qui gênent en fait les grandes banques. En fait, elles sont utilisées par les clients pour leur donner le leverage pour qu'ils puissent mieux négocier les conditions auprès de leurs banques traditionnelles. Donc là encore, je peux vous dire qu'il y a une volonté réelle, c'est ce que je perçois, moi, je pense, et c'est la conclusion, il y a une volonté réelle aujourd'hui de la part du gouverneur de la Banque centrale, avec lequel je suis en contact permanent, de la part du ministre des Finances, de faire quelque chose. Parce qu'il faut faire quelque chose, il est temps, et je trouve que l'occasion comme celle-ci, pour que nous puissions débattre de ces vrais problèmes existentiels, c'est vraiment des problèmes existentiels, c'est quelque chose qu'on ne peut qu'encourager et applaudir, et je vous remercie. Merci beaucoup, c'est Jaloul. Donc, vous avez cité des problèmes de financement en fait, d'économie, donc pour les grands projets ou pour les PME. Vous avez aussi parlé d'un problème de réglementation. Vous avez, dans la dichotomie en fait, banque à capitaux publics, vous avez cité des problèmes structurels en termes de loi aussi. Pour les banques étrangères, vous avez, si je traduis ce que vous avez dit, elles ont un positionnement opportuniste, qu'on peut qualifier d'opportuniste. Donc, je vais laisser la parole à Sifadel, en fait, pour parler beaucoup plus, en fait, sur les marchés des capitaux, en fait. Merci, Ramzan. Merci à la TUJ de m'avoir invité à votre table ronde concernant le système bancaire tunisien. Tout ce qu'a dit Sijaloul à l'instant, bien sûr, je le corrobore. Ça va sans dire. Le diagnostic, je pense que tout le monde l'a fait aujourd'hui en Tunisie. Une économie qui est financée à 94% par le système bancaire. Un système bancaire qui est extrêmement fragilisé aujourd'hui. Quelques chiffres, 11 milliards de dinars de crédits accrochés. Une injection quotidienne de plus que 5,5 milliards de dinars au niveau des liquidités bancaires. Des banques commerciales qui n'ont pas nécessairement, comme l'a dit Sijaloul, joué le jeu du développement du marché de capitaux. À regarder le PNB bancaire tunisien classique aujourd'hui, il faut savoir que plus que 70% de ce PNB est constitué de marges d'intérêt et de revenus de portefeuille. Le reste étant des commissions bancaires extrêmement classiques, extrêmement anciennes. Tout ceci m'amène à vous dire que quasiment aucune banque tunisienne commerciale aujourd'hui ne joue le haut de bilan, n'accompagne ses structures ou ses clients dans les levées de fonds au niveau du marché financier, qu'il soit obligataire ou au niveau de la bourse tout simplement. Aujourd'hui, la bourse de Tunis compte à peu près 74 sociétés cotées. Quasiment aucune société n'a été introduite par une banque. Aucune historiquement, en dehors de quelques cas très particuliers où l'État tunisien est intervenu via les banques publiques. Donc, pour revenir au marché de capitaux, comme toujours en Tunisie, vous savez que nous avons une capacité à copier et coller les lois françaises à une vitesse assez vertigineuse. Donc aujourd'hui, le marché financier tunisien ne souffre d'aucun besoin de réforme, contrairement à ce que j'entends par moment, du moins par rapport à l'infrastructure légale et technique actuelle. Aujourd'hui, je vous rappelle simplement qu'il y a un régulateur qui s'appelle le Conseil du marché financier, qui a pris un peu le socle de l'ancienne COB, l'actuelle AMF. Aujourd'hui, nous avons une bourse privée qui est détenue par les intermédiaires en bourse, qui gère un des meilleurs systèmes de négociation au monde, qui est celui de Nice Euronext. Nous avons une clearing house qui va faire donc le clearing des transactions d'une manière électronique et sécurisée. Nous avons fait émerger une population d'analystes financiers seniors. Nous avons des certifications internationales. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour avoir un marché financier, mais il n'y a pas de marché financier.
Le chiffre des marchés financiers, je le répète, 94% du financement se fait par les banques, donc il reste à peine 6% pour le marché financier. Dans des pays comparables, c'est des niveaux de 20 à 25%. Une capitalisation boursière de l'ordre de 15 milliards de dinars, et j'arrondis les chiffres, qui font un peu moins que 20% de notre PIB. Des pays comparables sont à 60, 70, 80 et par moment à 100% de leur PIB en termes de capitalisation boursière. Des secteurs entiers aussi importants que l'énergie, les télécoms, l'agriculture, le textile sont absents ou quasi absents de la cote, donc un indice non représentatif de l'évolution économique de la Tunisie. Moi, ça m'amuse beaucoup de voir des journalistes tunisiens commenter la hausse ou la baisse d'un index. Il peut augmenter ou baisser. Pour moi, ça n'a aucune relation directe avec l'économie nationale. Alors, ajoutez à cela que généralement, c'est des petites capitalisations sur lesquelles il y a de petits flottants, sur lesquels il y a une manipulation de cours totalement possible. À l'arrivée, bon. Mais si ça amuse les journalistes. Ensuite, la réforme de la dette publique. Nous avons autour de la table Sihesh Mialaya, qui sans doute, en tous les cas pour moi, un des plus grands macroéconomistes tunisiens, et un homme qui a souvent dit des vérités que personne ne voulait entendre, les a toujours dit avec beaucoup de responsabilité, sans tomber dans la critique par moments obscène qu'on entend aujourd'hui en Tunisie, mais sans être aussi dans l'autosuffisance. Je voudrais m'arrêter sur la situation de la dette publique tunisienne. Pour l'élite que vous êtes, aujourd'hui, parler d'un problème de la dette publique tunisienne est faux. Ça, c'est mon analyse. Et je prends toutes les responsabilités de ce que je dis. Aujourd'hui, vous avez des analystes ou des pseudo-analystes ou des économistes ou des pseudo-économistes qui vont vous dire que nous allons vers la faillite et que la dette aujourd'hui est intenable. Déjà, il faut savoir que tout le problème dont nous parlons, c'est 35 milliards de dinars. C'est, pour la faire courte, 18 milliards d'euros. Ça peut faire rire un banquier commercial européen, en fait. Sur les 35 milliards de dinars de dette, il faut savoir que plus que le tiers est libellé en dinars. Donc je considère, jusqu'à nouvel ordre, que cette partie-là ne pose strictement aucun problème au niveau de son remboursement. Pour les 2 tiers restants, 90% de ce stock restant est constitué de bilatéral. Bilatéral veut dire c'est des crédits octroyés auprès de la BEI, de la BAD, de l'IBER, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. On ne va pas dire que c'est... Je pense que c'est des amis de la Tunisie. Enfin, moi, je suis un rêveur, donc je vais continuer à croire que c'est de grands amis de la Tunisie. En tous les cas, c'est du one-on-one. Ce n'est pas des marchés de capitaux. Et commencer à dire des choses, des contre-vérités, c'est extrêmement... Déjà, ça atteint la psychologie. Aujourd'hui, nous sommes, vous savez, un pays un peu névrosé. Hein. Beaucoup de médicaments, beaucoup de gens qui sont en dépression... Et ça ne fait qu'alimenter, au fait, dire que le pays va faire faillite dans sa monnaie. Enfin, moi, je suis assez interpellé par des gens qui me disent est-ce que les salaires vont être payés. Bon, on les rassure, les salaires vont être payés du moment que c'est en dinars. On peut les payer ad vitam aeternam en dinars. C'est vrai que le dinar va se dégrader sans doute, il y aura peut-être de l'inflation, mais on va continuer à le payer. Mais de là à faire une exagération de ce qui se passe en Tunisie, c'est vraiment gravissime. Et puis, les gens qui ont souvent dit la dette était à 30, elle est passée à 50, ben la réponse est dans le budget de l'État. Le budget de l'État est passé de 18 aussi à 29 milliards de dinars. Et donc pourquoi j'ai parlé de la dette? Pour dire que le marché financier a joué un rôle considérable, que très peu de commentaires positifs du moins ont été faits dessus. Moi, je ne suis pas là pour défendre le marché financier. Je ne me sens aucune appartenance. Hein. Je ne suis pas du tout dans le corporatisme. Demain, je pourrais faire du football. Après-demain, je pourrais faire enfin, je ne suis pas né pour faire que de la... Je pourrais faire de la banque, ça m'étonnerait par contre ça. Et donc je disais que sur le marché obligataire de l'État tunisien, il faut savoir que quand nous avons copié et collé la loi française des OAT, qui était un bon copiage-collage à l'époque, qu'on a appelé chez nous BTA pour faire quand même souveraineté nationale, donc les Français appellent OAT, obligations assimilables du Trésor, nous les avons appelés les bons du Trésor assimilables. Nous avions 4 objectifs. Nous avons atteint 3, nous avons raté un 4e à cause des banques commerciales tunisiennes.
Et j'ai un très bon ami à moi qui est l'IS et qui ne peut pas me contredire sur ça. Les 3 objectifs, c'était quoi? Allonger la dette publique. Elle était de quelques semaines, elle est de 4 ans et demi en moyenne. Rendre l'État tunisien adjudicataire et donc ne plus laisser un commis d'État dans son bureau mal climatisé généralement en été fixer le taux de la dette. Et c'est un marché qui fixe par le jeu de l'adjudication à la hollandaise qu'on fait chaque mardi comme l'État français. 3, simplifier la vie de ce même directeur général du financement de l'État en introduisant l'assimilation des lignes. Donc le gars qui gérait 600 lignes obligataires gère aujourd'hui 4 ou 5 souches. Nous avons donc réussi ces trois points. Nous avons raté effectivement la liquidité et le marché secondaire du fait d'un jeu d'adossement que font les banques commerciales tunisiennes au niveau de la dette publique intérieure. C'est-à-dire c'est des banques qui vont à l'adjudication, qui vont acheter les BTA, qui vont les laisser sur leur bilan, les revendre à leur clientèle. Donc chaque banque a créé une sorte de petit marché en interne, intramuros. Résultat des courses, nous n'avons pas de courbe de taux. Résultat des courses, nous valorisons 5 milliards de dinars de SICAV obligataires au taximètre. C'est une notion tuniso-tunisienne. Taximètre veut dire à la valeur historique. On n'a pas un mark to market. Et j'arrête pas de dire, Jaloul et moi, on n'arrête pas de dire au gouverneur de la Banque centrale que c'est sans doute un des plus gros risques macroéconomiques de la Tunisie. Parce qu'une remontée des taux, et nous sommes en pleine remontée de taux, fera fondre les fonds propres des banques qui s'amusent à faire ça et créera de gros problèmes au niveau de la liquidité des SICAV obligataires. Voici un point dans lequel je peux être un peu dans le catastrophisme. Simplement pour vous dire que le catastrophisme en Tunisie n'est pas la dette publique intérieure. C'est pas ça. C'est une refonte totale de la manière de voir le marché financier fonctionner. Aujourd'hui, tout le monde parle des audits. Moi, je considère que c'était une perte de temps énorme parce qu'on n'avait pas besoin d'un audit extrêmement approfondi. À la louche, on savait qu'il y avait de gros soucis sur les banques publiques. On a perdu 2 ans ou 2 ans et demi. On a ramené de grands experts mondiaux nous dire que finalement, c'est plusieurs milliards de dinars. Ben, la Banque centrale l'a dit quelques années avant. Hein. Donc aujourd'hui, venir aussi donner de l'argent à ces banques publiques sans rien changer, c'est exactement ce que nous avons fait il y a 15 ans. On a recapitalisé 2 banques publiques il y a 15 ans. Et 15 ans après, on est retombé exactement dans le même problème. Donc aujourd'hui, la question est la suivante. Est-ce que l'État tunisien a besoin de garder ces 3 banques publiques? Est-ce que la BH, par exemple, qui compte 46% d'investisseurs privés, ne pourrait pas devenir une banque privée? Est-ce que la BNA et la LSTB, est-ce qu'on a besoin de les garder les 2, ou bien de les fusionner, ou bien de vendre une des 2, ou bien de recapitaliser les 2? Enfin, il faut se décider une fois pour toutes. Quant au marché financier, un seul mot. Ce marché financier, l'émergence de ce marché financier ne dépendra que du ministre des Finances tunisien. Si ce ministre des Finances a la volonté politique de développer ce marché financier, il n'a besoin de réformer rien du tout. Tout y est. Simplement, ce n'est pas possible d'avoir un marché financier dans lequel il n'y a que des petits porteurs. Il faut demander aux institutionnels d'intervenir. Ce n'est pas possible d'avoir un marché financier dans lequel le marché est fermé à 50% à l'investissement étranger. Bien sûr, les pouvoirs publics vous diront qu'il est ouvert à 50%. C'est une manière assez soviétique de parler, d'ailleurs. Même les soviétiques l'ont perdu, cette manière de parler. Donc nous, on dit qu'il est ouvert à 50%. Au fait, il est fermé à 50%. Parce qu'aujourd'hui, aucun étranger ne peut acheter Tijari Bank, BNP Paribas, qui est BCI, Castel, qui est SFBT, ne peut pas acheter Magasin Général Monoprix, qui sont cotés pour des raisons d'une loi qui a été faite par Ahmed Ben Salah dans les années 60 pour protéger le commerce tunisien. Enfin, n'importe quoi. On est dans un plein délire de juridisme, hein, pas de droit. Et résultat des courses, je termine en disant, Jaloul a parfaitement raison, en disant la taille. Aujourd'hui, il faut savoir que Banque Audi a une capacité bénéficiaire supérieure au sigma des banques tunisiennes. Au sigma des bénéfices annoncés, hein, pas des vrais bénéfices. Chacun de nous imagine que ce n'est pas nécessairement le vrai sigma. Il faut savoir que Tijari Bank consolidé, c'est $1,5 milliard de bénéfices. Worldwide, bien sûr. Donc voilà, il y a un problème de taille. Moi, je ne suis pas pessimiste, je suis même extrêmement optimiste. Je pense que ce gouvernement nous amènera vers des élections. Je pense que ce gouvernement a fait un excellent travail d'un point de vue sécuritaire. Je pense que ce gouvernement, malgré beaucoup de compétences et beaucoup de probité et beaucoup de travail, ne pourra pas faire grand-chose au niveau des aspects sociaux et économiques, parce que c'est un gouvernement qui n'a pas les décrets-lois.
Et donc, il devrait repasser par l'ANC pour chaque loi. Et je pense qu'il y a un petit embouteillage en ce moment. Donc, si nous arrivons dans quelques mois aux élections, et si nous avons un gouvernement stable avec un mandat clair du peuple, et si nous avons un ministre, donc ça fait beaucoup de si du coup, et si nous avons un bon ministre des Finances qui est un convaincu de la réforme, dans quelques années, peut-être avant ma retraite, je reviendrai ici pour vous dire que le marché financier tunisien est un marché qui se compare à celui de l'Égypte ou du Maroc, ce qui est un minimum pour la Tunisie quand même. Merci beaucoup. Merci, Fadel. Donc, on a la chance d'avoir deux acteurs du secteur bancaire qui vont réagir par rapport à ce qui a été dit. Donc, on a reproché au secteur bancaire de ne pas financer assez les PME. Donc, il y a un problème structurel déjà de l'économie tunisienne. Donc, je laisse Lies peut-être réagir par rapport à ça et puis Slim. Très bien. Merci beaucoup, Ramadan. Je suis toujours ravi en fait, d'être avec vous en fait, à la TUJ pour parler toujours du même sujet, la réforme du secteur financier ou le secteur bancaire. Bon, c'est vrai qu'on a l'impression en fait, qu'on n'avance pas. C'est ça, hein. Franchement, ça fait 3 ou 4 ans qu'on parle de la même chose et on n'arrive pas en fait, à bouger. Je pense que le fond du problème, c'est que, et ça je réagis par rapport à ce que disait Jaloul et Fadel, en fait on est un petit pays en fait. On n'est pas un pays énorme où on peut effectivement être capable, uniquement en mobilisant en fait, les ressources des déposants, de financer en fait, des projets d'autoroute en fait, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Voilà, il faut être confronté à cette réalité. Alors, on est un petit pays, mais un beau pays. Je pense que les Anglais disent « small is beautiful ». Et ça, c'est peut-être ça le charme de la Tunisie. Alors, mais en revanche, je pense que surtout après la Révolution, on a le droit d'avoir des ambitions et d'avoir des rêves. Et je pense que Jaloul avait, en fait, quand il était au ministère des Finances, une des choses qu'il a essayé en fait, de véhiculer, c'est beaucoup de grandes idées qui essayent de nous inspirer, de nous donner des ambitions. Et ça, vraiment, bravo pour ça. Et je pense qu'on est en droit, en fait, après la Révolution, d'avoir ces grandes ambitions. Alors, mais en revanche, on ne peut pas avoir ces grandes ambitions si on ne change pas d'état d'esprit. Si on ne change pas d'état d'esprit en fait, dans le pays, un état d'esprit où les opérateurs économiques et peut-être toute la société réfléchissent au court terme. On ne pense jamais au long terme. Ça, c'est vraiment une attitude en fait, chez les Tunisiens. Moi, en tout cas, j'ai remarqué, ça fait 5 ans que aujourd'hui, c'est toujours en fait l'année qui suit, c'est quoi les problèmes qu'il faut régler, puis après, dans 3 ans, bon, on verra, de toute façon, ça ira bien. Donc on ne réfléchit pas en fait au long terme. Je pense qu'on a un autre problème aussi, et peut-être, je ne dis pas un autre problème, en tout cas, disons qu'après la Révolution, on a le droit d'avoir des grandes ambitions, mais il faut qu'on ait un état d'esprit où il y a un minimum de courage, par exemple. Un courage pour affronter les problèmes. On ne met pas les questions sur la table de manière propre, et ça je vais réagir par rapport à ça. Il faut qu'on ait un peu de leadership. Il faut qu'on ait en fait des gens qui fassent avancer les choses et qui sont où il faut qu'on ait cette capacité d'affronter ces problèmes. Les problèmes ils existent chez nous, mais ils existent ailleurs. Hein. Je ne sais pas, en Europe, en France, il y a plein de problèmes aussi. Partout, il y a des problèmes. Donc, il ne faut pas qu'on soit tétanisé par cette peur que les problèmes vont nous submerger et on dit bon ben on laissera en fait pour des années, ben voilà, à un moment donné il faut payer la facture et il va falloir en fait les affronter. Je pense qu'aujourd'hui on est un peu confronté à ça. Alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, je ne vais pas revenir en fait sur le diagnostic, sur beaucoup de ce qui a été dit. Je pense que je pense qu'il y a 3 axes aujourd'hui pour le secteur bancaire et puis après j'aimerais bien dire 2 mots à la fin sur le marché financier. Certains commentaires par rapport à ce que disait Fadel. Je pense qu'il y a un premier axe sur le secteur bancaire et c'est vrai qu'il y a une disparité entre les différents acteurs, le public, le privé tunisien, les étrangers et les petites banques qui généralement c'est les anciennes banques d'investissement à qui on a en fait donné des licences en fait, de banque universelle. Premier point, il faut assainir l'existant. Alors, mais pour qu'on puisse assainir l'existant, il faut qu'on comprenne c'est quoi cet existant. Aujourd'hui, je pense qu'il il faut qu'on ait une transparence totale un peu sur les situations. Là, j'entends on parle d'un 19% en fait, d'un taux de CDL. Moi, les statistiques de la Banque centrale disent qu'on a 13,5% en fait, de taux de CDL.
Donc voilà, bon c'est peut-être vrai, mais il faut qu'on ait un chiffre, un seul chiffre, pour qu'on comprenne de quoi on parle, si on veut assainir la situation, et de manière tout à fait transparente sur l'ensemble. Et qu'il n'y ait pas des doutes là-dessus. Voilà, quelque chose en fait de partagé, pour qu'on puisse trouver vraiment les solutions. Et moi je pense que les solutions existent. Même si c'est 19%, on peut trouver des solutions intelligentes, et pas des solutions qui cassent le système aussi. Voilà. Je pense, mais il faut comprendre le problème et l'affronter. Alors, si on parle en fait de l'assainissement de la situation, et beaucoup, et en partie aussi de la situation des banques publiques, il faut traiter ce problème en regardant la situation de deux secteurs. D'abord, le secteur du tourisme. Deuxièmement, les entreprises publiques. Parce qu'effectivement, quand on regarde un peu la casse qu'il y a peut-être chez certaines en fait, des entreprises publiques, des banques publiques, il ne faut pas oublier que ça a financé un peu les subventions. Quand on a en fait, des dettes énormes en fait, sur l'Office des céréales, et que en fait, certaines banques n'arrivent pas en fait, à les recouvrer, parce qu'en fait, on paye la baguette à 200 millimes depuis des années et des années et des années. Donc tout ça, c'est fait sur le dos en fait, des entreprises publiques et sur le dos en fait, des banques publiques. Donc ça aussi, il faut qu'on le regarde par rapport à ça. Donc, mais juste pour vous illustrer que si on veut assainir la situation, je prends l'exemple en fait, du tourisme. Je pense que le problème n'est pas inextricable. Il n'est pas inextricable. On a combien de 3 milliards de dinars, c'est ça, de dettes en fait, sur le secteur touristique. Franchement, les actifs qu'il y a en face, pour moi, les actifs valent beaucoup plus que ça. On a des côtes magnifiques à quelques heures de l'Europe. Voilà, pour moi, ça vaut beaucoup plus que ça. Et je pense que nous, Tunisiens, on doit être convaincus que notre pays et nos côtes valent beaucoup plus que ça. Et je pense que si on part de cette hypothèse, on peut trouver des solutions intelligentes, si on a la volonté en fait, d'affronter ce problème, voilà, de régler la situation proprement, sans toujours penser à ce qu'il nous faut des milliards et des milliards en fait, de dinars de recapitalisation. Parce que si on trouve les solutions intelligentes, on peut s'en sortir avec beaucoup moins de coûts pour le contribuable que ça. Alors, maintenant, je pense que ça, c'est l'assainissement en fait, de l'existant. Et ça, sur cet axe-là, les banques ont avancé de manière différente. Bon, nous, on a essayé en fait, depuis les dernières années d'assainir. C'est pour ça que nous, au niveau de résultats en fait, dans le passé, on était à des niveaux en fait, de provisionnement qui étaient très importants. Bon, on arrive à rentabiliser maintenant mieux l'actif en fait, de la banque parce qu'il y a eu un effort où les résultats de la banque étaient très très faibles pendant des années et des années parce qu'on a provisionné. On a atteint de taux de provisionnement à près de 70%. Mais bon, peut-être que ce n'est pas suffisant, il faut qu'on continue. Mais la situation est différente. Mais il faut faire cet effort d'assainissement comme ça, en fait, voilà, on solde la facture du passé d'une manière intelligente. Deuxième sujet, c'est de mettre les bases d'un développement. C'est commencer à initier des réformes. Après, je parlerai du troisième sujet, parce qu'il n'est pas des moindres non plus. Le deuxième sujet, c'est de commencer à transformer le secteur et à réformer le secteur. Bon, ça, c'est des... Quand on a ça, il faut beaucoup de choses. Il faut de la volonté d'en haut, il faut une vision, il faut un leadership, il faut des ressources pour mener les projets, etc., etc. Donc c'est tout. Je pense que s'il y a des consultants en fait dans la salle, ils comprennent de quoi je parle. Donc c'est toute une logique de transformation qu'il faut mener. Maintenant, je pense que ça doit se faire par étapes, parce qu'on ne peut pas, face à un chantier en fait, où on veut passer de petite banque locale à une banque voilà, qui agit sur les marchés internationaux, voilà, bon, il y a quand même du chemin à faire et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc il y a certaines priorités. Je pense que certaines priorités, en tout cas nous pour la banque, pour la BIAD, depuis 5 ans, les priorités sont en train d'évoluer. Bon, dans le passé, on s'est attaqué au problème des risques. Je pense qu'une banque doit s'attaquer au problème de la gestion de ces risques. Il faut avoir en fait des structures en fait de décision. Voilà, les décisions de crédit ne se prennent pas au téléphone. Il faut un comité, il faut une étude, il faut un département risque qui est séparé en fait du front office en fait commercial. Il faut un minimum de discussion. Donc tout ça, c'est vraiment une gouvernance en fait au niveau du crédit, etc. Bon, le sujet de la bonne gouvernance, il faut que toutes les banques continuent à avancer sur le sujet, même s'il y avait une bonne intention en fait de la Banque centrale par rapport à la réforme. En tout cas, c'est un premier. Il faudrait
que cette idée d'améliorer la gouvernance des banques continue. La Banque centrale, une meilleure intervention de la Banque centrale, et je pense que la Banque centrale est en train de le faire. Alors, mais chaque banque doit mener des réformes en fait en interne. Je parlais de la gestion des risques. Je pense que le problème des SI, des systèmes d'information, il faut vraiment changer les systèmes. Si on a aujourd'hui des banques qui agissent sur des systèmes ou d'une agence à l'autre pour faire un transfert ou pour faire un retrait, on est obligé d'appeler par téléphone en fait pour savoir le solde du client de l'autre côté. Bon, on est au 21e siècle quand même. Donc, donc ça, il faut absolument le faire, parce que sinon, on ne peut rien bâtir avec un système d'information. On ne peut pas parler de relations clients, de CRM, de tout ça, si on est encore en fait à ce niveau. Donc, la réforme en fait des systèmes d'information, le sujet en fait des ressources humaines, voilà, bon, c'est un grand thème, c'est pas facile, ça prend du temps. Les sujets de tout ce qui est aussi efficacité opérationnelle et qualité de service, et aussi tout ce qui est effort commercial. Donc, vraiment, c'est tout un plan de mise à niveau qu'il faut mener en fait, et ça c'est une première étape. Alors maintenant il y a d'autres, si on arrive à passer cette vague de transformation, une deuxième étape c'est de commencer à penser à d'autres sujets. À ce moment-là peut-être qu'on peut commencer à parler de développement. Bon, nous on essaye de parler maintenant de sortir de la terminologie d'une banque pour parler d'un groupe financier. Donc c'est qu'en ce moment qu'on est en train d'en parler, en disant, bon, il faut prendre conscience du rôle aussi des marchés financiers, sur les filiales de gestion d'actifs, d'assurance, de développement du métier de l'assurance, etc. Mais ça, effectivement, on peut pas le mener si vraiment sur le basique en fait, bancaire, on n'est pas suffisamment solide. Donc il faut envisager ça dans un deuxième temps, et je suis d'accord avec Fadel que les banques ont aussi un rôle à jouer en fait, dans les marchés financiers. Après, je dirais un petit bémol, en fait, je te dirais, peut-être tu pourras réagir là-dessus, par rapport à ce point. Donc ça, de développer de nouveaux métiers, peut-être de réfléchir, comme disait Jalloul, à aller à l'international. Bon, c'est très compliqué en ce moment, mais en tout cas, peut-être ça peut être, c'est des bases un peu de développement. Et donc ça, c'est une deuxième vague. Mais si on ne traite pas les premières vagues de réformes, on ne peut pas commencer à parler de développement de nouveaux métiers, aller en Afrique ou je ne sais pas quoi, alors qu'en fait, on n'a pas un système d'information en fait, dans son propre pays, ou qu'on n'arrive pas à donner en fait, satisfaction. Bon, c'est vrai aussi, il y a les problématiques de traiter les marchés. Je pense qu'on traite bien le marché des grandes entreprises et le marché des particuliers. Effectivement, le marché des PME en fait, pose problème aujourd'hui, mais pour différentes raisons. Pour différentes raisons, parce que les PME aussi sont fragiles de nature, c'est des petites tailles. Bon, 25% en fait de financement. Peut-être qu'il y a d'autres solutions aussi sur les fonds de garantie en fait qu'il faut mettre en place et des fonds de garantie qui sont plus efficaces, etc., etc. Donc ça c'est le deuxième axe. Premier axe en fait pour le secteur bancaire pour moi, c'est l'assainissement et au moins commencer par la transparence. On ne peut pas faire l'assainissement peut-être du jour au lendemain, mais au moins qu'on regarde une même situation et qu'on arrête la situation et puis après qu'on se dise qu'est-ce qu'il faut faire. Premier point. Deuxièmement, mettre les bases en fait d'un développement et engager un programme de réforme, que ce soit au niveau du secteur, mais aussi au niveau de chacune des institutions bancaires. Alors, troisième point. Très brièvement. Oui, dernier point. Il ne faut pas aussi oublier qu'il faut qu'on gère la crise. On est en crise aujourd'hui. Donc le secteur bancaire, en plus, il doit s'assainir, il doit mener des réformes, et aujourd'hui, il doit gérer une crise économique profonde. Donc on agit quand même, donc il faut continuer à financer l'économie. Aujourd'hui, on voit le ralentissement en fait, du crédit et les capacités du secteur en fait, à financer l'économie se tarit. Et donc il faut aussi être capable de faire face à cette crise-là. Et là, il faut que toutes les composantes jouent leur rôle, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'investissement. On ne voit pas d'investissement. Il n'y a même pas d'investissement public. Donc, bon, c'est vraiment une vraie question. Qui va faire des investissements aujourd'hui? Et donc, si on continue comme ça, bon, on aura un problème. Donc ça, c'est vraiment pas des moindres. Il y a aussi une crise de liquidité. Il faut qu'on trouve des ressources. Il y a des solutions, mais il faut réellement qu'il y ait une volonté en fait, pour le traiter. Alors, j'ai juste un dernier point par rapport en fait, à la partie marché financier. C'est effectivement le développement des marchés est une composante en fait importante pour l'avenir. Alors, en revanche, il faut que les acteurs en fait en dehors du marché jouent le jeu. Mais là, je vais parler d'un problème qui me paraît essentiel. Je pense qu'on regarde en fait toujours l'émetteur au niveau des marchés financiers, combien d'entreprises nous avons sur la bourse, etc., 50, 70, etc. Je pense que les opérateurs du marché financier ne s'intéressent pas suffisamment à l'investisseur. Aujourd'hui, alors, je pense que l'investisseur, le problème en fait, peut être des institutionnels. Alors, ça c'est un autre problème, hein, parce qu'il faut qu'il y ait une réforme des institutionnels pour qu'ils puissent vraiment placer à long terme, etc., etc. Bon, ça c'est tout un débat en fait, si on veut qu'on l'ouvre, mais
Ça nous prendra en fait énormément de temps. Mais il faut que les gens aient confiance quand on met de l'argent en fait. Et c'est ce que disait Fadel tout à l'heure, on ne comprend pas le Tune Index. Moi, ça fait 5-6 ans en fait, que je suis en Tunisie, je ne comprends rien du tout à la dynamique de la bourse. Et je te le dis en fait, franchement, par rapport à l'évolution. Pour quelle raison? Avec des volumes en fait, de liquidité de 2 millions de dinars en fait, par jour, n'importe qui peut faire monter en fait, une valeur et la baisser du jour au lendemain en fait, comme il le veut. Je ne comprends pas en fait, la dynamique du marché aujourd'hui. Donc il faut réellement construire un marché qui est efficient, qui arrive à pricer proprement en fait, les valeurs. Il faut trouver les mécanismes. Il faut aussi, je ne sais pas, moi je ne connais pas les pratiques sur le marché. Il faut s'assurer effectivement sur les histoires de manipulation de cours, etc., que les pratiques soient saines, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de délit d'initié, qu'il n'y ait pas des choses. Donc je pense qu'il y a une vraie réforme pour que les gens aient confiance aussi dans le marché financier, pour qu'on incite, et on serait même prêt, certains acteurs, à inciter leurs clients à mettre de l'argent en fait, dans la bourse. Et je peux t'assurer que Fadel aujourd'hui, vu la question en fait, des crédits, les problèmes de risque, il y a beaucoup de banques, en tout cas, qui demandent à leurs entreprises de chercher des fonds propres et d'aller vers les marchés pour monter les fonds propres, pour assainir en fait, la situation en fait, de ces entreprises-là. Mais après, il faut trouver, en fait, je pense que le problème, c'est qui va investir en, fait, en bourse. Il faut être capable en fait, de lever ces ressources-là. Et moi, je pense que tous les acteurs du marché doivent traiter la question de l'investisseur en le rassurant. Il faut qu'il y ait du conseil à l'investisseur. Est-ce qu'il faut acheter telle valeur? Il faut qu'il y ait de la recherche en fait, sur les valeurs. Il faut qu'il y ait, voilà, comme ça existe en Europe. Et qu'aujourd'hui, la dynamique de marché obéisse à des règles et qui sont comme ça. Et aujourd'hui, pas uniquement à quelque chose qu'on ne comprend pas. Et moi, franchement, je ne comprends pas totalement cette dynamique du marché. Voilà, merci. Merci, Elias. Maxime. Merci Ramdan, merci à tous d'être là. C'est toujours difficile en fait d'intervenir en dernier, surtout après des témoignages aussi riches, et surtout quand on me dit que j'ai 5 minutes. Donc je vais être très bref. En fait, moi j'ai envie de dire, bon, je pense que ce type de panel permet toujours d'avoir des idées un peu claires sur le diagnostic et sur des pistes de réflexion. Mais à la limite, je dis que ce qui est important, c'est vraiment de connaître un petit peu les enjeux et c'est quoi les prochaines étapes. Donc ça, pour moi, l'essentiel de ce qui devrait être retenu par les gens qui assistent à ce type de panel. J'ai 2 choses à dire. La première, je vais être corporatiste. Je vais défendre les banquiers. Ramdan, tu me posais la question, pourquoi les banquiers ne financent pas les PME ou les TPME? Je vais te donner un chiffre. 55% des entreprises tunisiennes ont un crédit en cours. Quand on regarde ce même chiffre, au Maroc, c'est 33%. Ça, c'est la Banque mondiale qui le dit. Quand on dit qu'on a le poids des crédits aux TPME, c'est de 15, 20, il y en a même qui parlent de 25%, c'est pas mauvais. Si Jalou, j'essaie aussi d'éclairer sous un autre angle, parce que quand on regarde le Maroc, c'est 26%. Quand on regarde un pays comme l'Allemagne, on est à un peu plus de 30%. Donc, pour dire que le secteur banquier a fait des efforts, que ce soit pour j'allais dire, la Tunisie, mais aussi pour accompagner des TPME, et il devra continuer à le faire. Après, il y a d'autres choses qu'il faut qu'on garde à l'esprit. Ça a quel coût pour les entreprises? Les garanties qui sont demandées à ces TPME, en fait, c'est en général 180% de la valeur du crédit. C'est-à-dire que des efforts sont faits, mais ils ne sont pas optimaux pour ces structures. Et sur ça, il faut poser la question à un banquier, pourquoi vous n'allez pas plus loin? Pourquoi vous ne financez pas un peu plus? Pourquoi les TPME, quand même si à 55% ils ont un crédit en cours, ils parlent de pas mal de problématiques par rapport à accéder à ces financements. Et ça, par exemple, il y a une question qui est il y a une réponse assez simple des banquiers. Parce que vu les risques qu'on prend sur une TPME, je n'arrive pas à rémunérer mon risque parce qu'il y a un taux excessif que la réglementation bancaire m'impose sur les crédits. Quand je vois
qu'un crédit pour une TPME, il sera un actif classé à 30%, c'est-à-dire qu'il y a 30% du montant, c'est risqué, et que quand je vois que par un gros montant, c'est que 15% de ce montant qui serait risqué, bah, je vais aller beaucoup plus sur les gros montants et donc sur les grandes entreprises quand la rémunération du risque, c'est-à-dire combien je facture mon crédit, elle ne diffère pas beaucoup entre le petit risque et plutôt le petit montant et le grand montant. Donc, ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que les banquiers font un travail. Après, il y a aussi des choses sur lesquelles ils sont contraints. Et ça, c'est, je pense, ce qu'il faut aussi garder à l'esprit. Les banquiers, par exemple, enfin, c'est pas aussi pour parler de Tijari, mais par exemple, il y a eu une introduction qui a été faite de Naql, qui a été menée par une banque, c'est-à-dire que les banques ont essayé d'aller dans un sens. Même les banques étrangères, par exemple, là aussi pour parler d'Attijari, c'est pas pour être chauvin, mais on est le premier investisseur en Tunisie, étranger. C'est-à-dire que on a essayé d'introduire une certaine dynamique par rapport que ce soit au marché, que ce soit par rapport aux pratiques du secteur bancaire. Ceci pour dire quoi? Tout ceci pour dire que les banquiers ne sont pas forcément les méchants, ne sont pas forcément des gens incompétents et ne sont pas forcément des gens qui ne veulent pas le bien du pays. Ça, c'est le premier message que j'avais à dire. Le deuxième message que j'avais à dire, et ça aussi c'est important, moi j'ai beaucoup entendu ambition, changement, des acteurs qui portent le changement. Moi c'est ça ce qui m'intéresse. C'est que il faut une vision, il faut le leadership, il en a parlé Lies, je pense que c'est super important et il faut que des gens les portent. Et ces gens-là ne sont pas tous du côté des banquiers, ne sont pas tous du côté de la réglementation, ne sont pas tous du côté du gouvernement, mais il y a quand même, il faut réunir tous ces gens-là pour qu'on arrive à trouver à la fois le bon diagnostic, mais aussi la bonne vision qu'il faut qu'on porte. Je finis juste sur l'exemple marocain. Moi, je pense que c'est vraiment important. Si Jaloul en parlera beaucoup mieux que moi, mais il y a une certaine volonté à un moment au niveau du Maroc. C'est vrai que c'était beaucoup les pouvoirs publics, aussi la SNI, donc la holding, on va dire royale, a aussi joué un rôle pour pousser le pays dans un certain sens, avec à la fois des études qui ont été faites. Il y a eu une étude McKinsey sur le secteur financier marocain pour initier un certain nombre d'initiatives. Il y a eu aussi la volonté de consolidation. Il y a aussi le fait de faire participer les banquiers à la rédaction des réformes. Moi, j'ai des collègues au niveau de la maison mère et même qui sont venus aussi en Tunisie, qui ont participé, je pense que Jaloul, c'est ce qu'il décrivait, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient en train d'écrire les procédures et les nouvelles réglementations que la Banque du Maroc faisait. C'était aussi des privés qui écrivaient. Donc, ceci pour dire quoi? Ceci pour dire qu'il y a eu vraiment aussi une approche participative qui, malheureusement, en Tunisie, manque cruellement. On est beaucoup en train de parler de réforme de la banque, du secteur financier. Et finalement, ce qu'on voit, c'est du FMI, de la Banque mondiale, qui défendent des réformes qui ne sont pas forcément inintéressantes pour la Tunisie, au contraire. Mais je pense que c'est très important que l'ensemble des acteurs soient associés à ce type de réforme. Voilà, merci. Merci beaucoup, Slim. Donc, juste, Jaloul, avant que vous partiez, on vous remercie encore d'avoir fait le détour pour Paris, en fait, pour cet atelier. Donc, on parle tout le temps d'émergence de champion national. Comment, en fait, amorcer ou favoriser l'émergence d'un tel champion? Est-ce qu'il faut mettre un minimum de capital et obliger les banques à fusionner? Ou est-ce que, comment, en fait, on pourrait faire? Ça a été fait, en fait, en Afrique, au Nigeria et tout ça, mais est-ce que... quelles sont les solutions qui permettraient de favoriser une telle émergence de champion national pour vous? Très bien. J'aimerais, pendant une minute, un peu rebondir à ce que disait Slim. Nous sommes d'accord que l'architecture un peu économique du Maroc et de la Tunisie sont très similaires. C'est pour ça que les chiffres sont très similaires. Et moi, ce n'était certainement pas une critique vis-à-vis des banques. C'était un constat. Et j'ai expliqué ce constat par le fait qu'on devait avoir un marché de fonds propres pour les PME. À ce moment-là, les banques seraient mieux
outillé et mieux préparé pour accompagner les PME, mais certainement qu'il y a d'autres mécanismes qu'on pouvait concevoir pour accompagner les PME. Et certainement qu'on ne peut pas comparer le rôle des PME et des grandes entreprises dans les pays beaucoup plus développés que nous, parce que la configuration est très, très différente. L'émergence de champions nationaux, c'est évidemment une question qui n'a pas de réponse facile, n'est-ce pas? J'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait 3 blocs de banques en Tunisie, pour ne parler que de la Tunisie. Mais j'aimerais évoquer qu'au Maroc, ils ont créé ce champion national, c'est Attijari Bank, justement. Et comment est-ce qu'ils l'ont fait? C'était premièrement une volonté politique, puisque c'était au plus haut niveau de l'État que c'était le chef de l'État lui-même qui avait décidé la création, bien l'émergence de ce champion national, et qui a été le produit d'une fusion entre 2 banques, la BCM et Wafa Bank. Et une opération très réussie par ailleurs. La preuve, c'est que Attijari aujourd'hui jouit, ce qui prouve justement que le rôle de ce champion national est très important, parce que Attijari aujourd'hui jouit d'une position très forte, non seulement dans son marché local, mais a très vite compris, comme on l'a compris nous-mêmes, c'est-à-dire quand j'étais à la BMCE, qui est plus petite de taille, mais qui avait les mêmes ambitions en termes de positionnement à l'extérieur du Maroc. Si tu n'as pas une assise financière, tu le disais tout à l'heure, qui te permettrait de financer ce positionnement à l'international, ben, c'est très difficile de le faire. Hein. Il est regrettable aujourd'hui que dans notre pays qui avait un capital de sympathie extraordinaire en Afrique, qu'on ait perdu presque entièrement notre positionnement africain. Et cela revient au fait qu'on n'a pas de vision. On n'a pas eu de vision, la vérité. Mais j'étais assez critique, donc je vais m'arrêter là. Alors, comment créer le champion national? Pour ce qui est des banques publiques, il y a un travail préliminaire à faire. On ne peut pas fusionner 2 banques malades. En fait, la STB, elle est malade aujourd'hui parce que quelqu'un a eu l'intelligence de fusionner 2 banques, l'une d'elles étant assez malade, quoi. On ne résout pas le problème en les multipliant. Tu ne prends pas 2 problèmes, en les combinant, tu vas trouver la solution. Tu essaies de solutionner les problèmes avant de pouvoir entreprendre autre chose. Et il ne faut pas qu'on répète la même erreur. Donc ce que je dis, c'est que la condition sine qua non pour envisager sereinement ce qu'on devrait faire pour les banques nationales, y compris la fusion entre banques nationales, c'est-à-dire banques publiques, je veux dire, c'est de les nettoyer un tout petit peu, de les restructurer. Et Fadel a complètement raison. Et d'ailleurs, j'ai eu la même réaction quand j'ai vu qu'ils ont alloué au budget de l'État une enveloppe assez importante pour la capitalisation des banques publiques. Moi, je trouve que c'est absolument ridicule que mettre de l'argent frais dans une entreprise qui est encore malade n'est pas la bonne solution. Il fallait réfléchir à d'autres solutions plus intelligentes. Et ce n'est pas les solutions qui manquent. Il aurait suffi qu'ils nous posent la question, en toute honnêteté. Par exemple, l'une des solutions qui aurait été envisageable, c'est une opération d'optimisation du parc ou du portefeuille de biens immobiliers que ces banques-là ont, pour des montants très importants. Il aurait suffi ce n'est pas aussi simple, mais c'est tout à fait faisable de mettre en place une opération de sale-leaseback avec une compagnie d'assurance ou avec une entité qui serait créée. Je peux même dire que c'est ce genre d'opération qu'il faudrait encourager dans le cadre de cette politique de PPP, qui est toujours d'ailleurs bloquée au niveau de l'Assemblée constituante. Ça fait presque 1 an et demi qu'elle est bloquée là-bas. Plus l'urgence de la chose, on n'est pas pressé. Pourquoi se presser? Ça peut attendre. Donc le PPP, ben, c'est un moyen très, très puissant pour faire la même chose, non seulement avec les banques, mais avec une bonne partie des entreprises publiques. On peut même créer un marché de l'immobilier sécurisé absolument extraordinaire pour des milliards de dinars. Je ferme la parenthèse. Donc ça aurait été une solution assez intéressante. Et je commencerai par cette solution. C'est-à-dire commencer à trouver des solutions au sein même de ces banques. L'autre solution, c'est que ces banques-là ont un portefeuille de participation qui n'est pas du tout stratégique. Une participation stratégique pour une banque, c'est quoi? C'est l'investissement dans une de ses filiales ou de ses filiales. Tout le reste, il faut le vendre. Et par conséquent, avec le produit de la banque, recapitaliser la banque avec ça. Donc ça, c'est une deuxième solution. Une troisième solution, c'est tout simplement d'optimiser l'assiette de fonds propres des banques en faisant des émissions de dettes subordonnées, c'est-à-dire de ce qu'on appelle fonds propres complémentaires. C'est tout à fait jouable, c'est tout à fait faisable.
Et comme vous le savez, les fonds propres complémentaires, il y a le Lower Tier 2, il y a le Upper Tier 2. Et je n'ai jamais vu une opération en Tunisie de Upper Tier 2, par exemple. On l'a fait au Maroc, avec la première émission de dette perpétuelle. C'est aussi là encore, je ne dis pas que les conditions en termes de risque et d'acceptation de marché sont là, mais ça peut se faire avec un peu d'appui du gouvernement. La problématique qui se pose, c'est la problématique des minority shareholding, c'est-à-dire des minoritaires. Parce que comme vous le savez, ces banques sont cotées en bourse et par conséquent, il faudrait qu'on trouve en amont des solutions vis-à-vis des minoritaires. On a même évoqué la possibilité, ça va vous choquer, de renationaliser ces banques pour mieux les travailler, les restructurer avant de les reprivatiser. C'est l'une des solutions. De toutes les manières, il faudrait qu'on mette sur la table toutes les possibilités. Une fois restructuré, à ce moment-là, on peut parler de fusion de banques, etc. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que c'est séquentiel. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre à ce que les banques soient complètement remises à niveau pour que nous puissions envisager à ce moment-là une fusion. Ce qu'on peut faire entre-temps, et on peut faire un travail fabuleux, la création d'une plateforme technologique commune, la mise en place d'un système de gestion des risques beaucoup plus élaboré et beaucoup plus efficient que c'est le cas aujourd'hui commun, la mise en place de plans de formation des cadres, etc., les ressources humaines dont tu parlais tout à l'heure, Eliès, qui aussi on peut l'envisager. La mise en place d'une politique en matière de même gestion des produits à travers des product programs ou des choses comme ça pour qu'il y ait une standardisation d'approche qui d'ailleurs va demain, c'est-à-dire la main dans la main avec la plateforme technologique. Beaucoup de choses qui peuvent être initiées pour préparer le terrain pour qu'on n'attende pas 2 ans, 3 ans plus tard, une fois que les conditions seraient réunies pour envisager à ce moment-là la fusion de 2 ou des 3 banques. Moi, je pense qu'il y aurait fusion de 2 banques seulement. Pour ce qui est des banques étrangères, on a déjà adressé la chose. On a dit que c'est très difficile, vu que c'est-à-dire il y a une comment est-ce qu'on dit ça, inadaptabilité de shareholding, n'est-ce pas? Et par conséquent, il est très difficile d'envisager cela, moi je pense, pour ce qui est des banques étrangères, à moins que, et là ce serait une mesure très audacieuse de la part des autorités monétaires, c'est d'augmenter d'une manière substantielle les fonds propres des banques, ce qui est une possibilité. Et je ne pense pas. 100 millions actuellement, oui, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui serait. Il faut beaucoup de courage politique pour ça. Hein. Et il faudrait surtout analyser d'une manière extrêmement précise la réaction de ces banques et la réaction aussi de nos partenaires historiques européens et autres. Il reste maintenant les banques privées. Je pense qu'il y a des possibilités. Et mon point de vue personnel, c'est qu'on verra en Tunisie, je l'espère du moins, hein, une fusion très très importante de banques privées. Je ne sais pas quand, je ne sais pas qui, mais c'est plus facile. C'est plus facile. Surtout que si dans cette approche, ces banques décideraient d'acheter ou de racheter les petites banques du Golfe, là, et puis toutes les banques, je ne sais pas, il y a une bonne dizaine de banques. Hein. C'est pas la peine, on n'a pas besoin de ces banques-là. Donc il faudrait qu'il y ait une approche aussi pour racheter ces banques, et c'est ainsi qu'on peut consolider tout ça pour la création d'un champion national. Donc voilà un peu quelques idées qu'on a mis sur la table. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas des idées théoriques, hein. Ce sont des idées sur lesquelles on est en train de travailler maintenant. Comme je vous l'avais dit, je fais partie de la commission de restructuration des banques et de la commission de la réforme du système financier. Et quelque part, je pense, et c'est avec ce sentiment positif que je vais vous laisser parce que je dois quitter, je sens aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience réelle de la part des autorités et c'est déjà une très bonne chose. C'est un bon début. Et comme on dit, un problème bien posé est à moitié résolu. Je vous remercie, je dois vous quitter. Hein. Merci beaucoup. Donc il nous reste 10 minutes, on va passer en fait la parole à la salle, s'il y a des gens qui veulent poser des questions. Vas-y Ashraf. Donc merci beaucoup
On a eu l'occasion de lire pas mal de choses qui ont été écrites sur ce sujet. Je pense que sur le diagnostic, on aura du mal à être en désaccord. En revanche, j'ai une question à poser sur le lien entre politique monétaire, marché financier et banque. Parce que le Thun Index, à 45% environ, est représenté par le secteur bancaire. Donc, si on dit nous avons du mal à réformer le secteur bancaire et à réduire les niveaux de risque qu'il contient, on est en train de dire qu'on aura du mal à gérer une crise financière relativement importante sur le marché ou à gérer l'effet de contagion que l'absence de réforme ferait peser sur le marché financier si on ne touche pas en fait au secteur bancaire. Après aussi, la question a été introduite par Sifadl, c'est la question de l'augmentation des taux d'intérêt au niveau de la Banque centrale et de leur effet sur les niveaux de risque qui sont portés par le marché. Donc en fait, ces trois éléments sont tellement liés, je me dis que sommes-nous aujourd'hui dans une forme de risque systémique? Si je ne réforme pas les banques, je fais peser un risque systémique sur le marché financier. Si je touche au taux d'intérêt et j'augmente les taux d'intérêt de manière significativement élevée, je précipite en fait l'existence d'un risque majeur sur le secteur financier. Donc ça, c'est un peu ma première question. Et puis la deuxième, j'entends très bien le fait que notre niveau d'endettement au niveau des finances publiques n'est pas plus élevé qu'un certain nombre de pays avec lesquels on est plutôt benchmarké comme étant similaires. Mais je pense que les agences de notation risque nous ont dégradé à plusieurs reprises pendant ces 2 dernières années parce qu'en concomitance à ce niveau d'endettement, il n'y a pas eu de croissance et il n'y a pas eu de réforme. Donc on ne peut pas dire que les niveaux d'endettement que nous avons aujourd'hui au niveau des finances publiques sont anodines ou facilement gérables, puisque de toutes les façons, les agences de notation risque qui essaient d'évaluer notre situation financière voient au regard de la croissance que nous enregistrons et de la qualité de notre gestion des deniers publics en général, que même à ces niveaux acceptables théoriquement, nous sommes plus ou moins en dehors des clous. Voilà. D'accord. Je n'ai jamais dit que ce n'était pas une situation difficile. J'ai dit que c'était une situation difficile et compliquée, et effectivement, elle n'est pas anodine, comme tu dis. Mais de là à franchir le pas dans un pays parler de faillite, il y a un gap énorme. Je suis simplement en train de parler à l'élite de ce pays qui travaille ici, qui travaille en Tunisie, qui travaille entre les deux rives, pour dire que faites quand même attention à la manipulation, entre guillemets, politique de ce genre de chiffres. Parce que quelqu'un qui vient dire un pays est en faillite, on n'est pas certain que c'est quelqu'un qui est en train de le dire. Je le dis en arabe. Comme ça, même s'il y a des espions au cas où quelqu'un espionnerait la Tunisie. Non, mais pour parler plus sérieusement, c'est pas possible de continuer à dire que le pays est en faillite. Et comment on peut dire que le pays est en faillite et on lance un emprunt national? Comment la même semaine, d'une manière quasi concomitante? Il faut savoir, donc, il faut être conséquent. Il n'y a pas que les opposants, il y a des gens qui sont à l'intérieur même des instances de décision qui disent ça. Quel état de confiance on souhaiterait mettre? On n'est même pas arrivé au fond. Ça, c'est la forme. Ça, c'est le mood général du pays. Le mood n'est pas bon. On ne peut pas se baser sur la dette publique tunisienne et commencer à dire du matin au soir, on est en faillite, on ne va pas pouvoir payer, alors que le directeur général du financement de l'État est en train de dire non, je peux payer, j'ai planifié de payer, parce que c'est un commis d'État qui est là depuis des dizaines d'années et qui sait exactement ce qu'il a à gérer. On commence à parler du titre 1 et du titre 2 du budget sans être très précis, comme quoi la dette finance la consommation et la dette va financer les salaires. C'est quoi ce délire? Pourquoi on fait ça? Il faut se poser la question. Et donc, moi, je dis objectivement, 50% rapporté à notre PIB, c'est 50%. Le tiers de cette dette est libellé en dinars, j'insiste quand même. Et 90% de ce qui reste, c'est du bilatéral, ou bien c'est des émissions garanties par d'autres États, notamment l'État japonais et les États-Unis d'Amérique. De quoi nous parlons? De quoi nous sommes en train de parler?
Et si quelqu'un est un peu étonné de voir ce niveau de dette, eh ben, il faut qu'à revenir et parler avec les partenaires sociaux pour leur dire on a fait entre-temps augmenter le budget de l'État, un budget de l'État d'un petit pays comme la Tunisie, de 18 à 30 milliards de dinars en moins de 2 ans et demi. C'est arithmétique, hein, c'est pas de la... Il faut être conséquent. Pourquoi on est étonné? Donc ça, c'est pour la première question. Je n'ai jamais sous-estimé le problème. Le problème existe. Personne d'entre nous n'aimerait être à la place de ce comité d'État, ni à la place du ministre des Finances. Il gère des situations extrêmement compliquées. Mais pour garder le moral, essayons quand même de ne pas parler du matin au soir d'une faillite de l'État tunisien. Déjà. Bon, maintenant, pour le risque systémique, j'en parlais tout à l'heure, les risques systémiques sont très importants en Tunisie, effectivement. Nous avons 45 ou 50% de la capille boursière qui est constituée de banques. Mais enfin, moi, je pense que, vu la qualité des petits porteurs tunisiens, les gens qui ont fait confiance à la bourse, parce qu'il faut savoir qu'en Tunisie, il n'y a que les petits porteurs qui ont fait confiance à la bourse. Il n'y a que les petits porteurs. Et petit porteur, c'est une terminologie un peu bizarre, parce qu'il ne faut pas croire qu'il est déjà petit de taille, et il ne faut pas croire qu'il est petit au niveau de son portefeuille. Il y a des gens qui investissent des millions de dinars en bourse, alors qu'aucune assurance n'investit, alors qu'aucune caisse nationale n'investit, alors que la CDC n'investit pas, alors que les banques n'investissent pas. Il y a des family offices qui, aujourd'hui, sont dans des positions structurantes au niveau de la bourse. Donc ces gens, je pense, ont totalement digérer le fait qu'il y ait un risque systémique sur le système bancaire tunisien. Pour moi, il y a 2 ou 3 sujets. Les crédits accrochés, le gouverneur de la Banque centrale a annoncé un chiffre effrayant de 11 milliards de dinars. Ce n'est pas moi qui l'ai annoncé, c'est 11 milliards de dinars. 2, il y a le chiffre de la gestion obligataire en Tunisie, qui est aujourd'hui au coût historique, alors que nous sommes à la veille, manifestement, d'une remontée assez importante des taux. Et ensuite, sur les adossements que sont en train de faire les banques. Regardez le PNB de quelques banques tunisiennes. Vous avez des banques tunisiennes qui font 60% de leur PNB en revenus de portefeuille. Le revenu de portefeuille dont je vous parle, ce n'est pas des filiales qu'ils ont créées, c'est des BTA. C'est des BTA. Donc, si ces gens considèrent que ce n'est pas risqué. De toute façon, moi, rien ne m'y autorise à parler du risque systémique. Je ne suis pas du côté des gens qui décident. Mais oui, effectivement, il y a un énorme risque systémique. Je pense que la Tunisie, plus elle ira vite vers des élections et un gouvernement stable qui peut légiférer, et plus ça aura du sens pour le pays. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus avancer beaucoup dans ces conditions-là. Okay, merci Fadel. Je laisse Lies réagir pendant 2 minutes, puis ça sera la fin. Alors, juste en fait pour dire, effectivement, je suis d'accord avec Fadel sur la polémique. La situation n'est pas catastrophique. Elle n'est pas catastrophique, il y a des problèmes sérieux qu'il faut traiter. Et la situation n'est pas catastrophique. Et en plus, il faut innover en matière de solutions pour résoudre ces questions. Et je peux vous dire que peut-être parfois, et peut-être ça a été vu en Europe, le FMI et la Banque mondiale ne viennent pas toujours avec les solutions les plus innovantes. Ils viennent avec des catalogues de solutions qu'ils imposent. Je pense que c'est à nous aussi d'essayer de trouver les solutions en fait, qui sont adaptées au contexte sur certaines questions. Mais les solutions peuvent exister et on est capable en fait de s'en sortir. Voilà, donc la situation n'est pas du tout catastrophique. Même on parle en fait d'un taux de croissance de 2,2 en fait de l'économie. Bon ben voilà, il faut comparer par rapport à d'autres niveaux de croissance ailleurs. Bon, ça va quoi. Bon, maintenant par rapport à la question sur la politique monétaire. Alors c'est vrai en fait quand on regarde les choses d'un point de vue en fait d'un opérateur des marchés, peut-être oui, on dit peut-être il y a un risque de taux. Alors moi je verrais beaucoup plus la question d'un œil d'un banquier, parce que l'encours des bons du Trésor, c'est à peu près combien, 6 000, 7 milliards, à peu près 8 milliards de dinars en fait de bons du Trésor. Moi ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les 50 milliards de financement de l'économie. Et les 50 milliards de financement de l'économie sont à taux variable. Ils ne sont pas à taux fixe. Donc aujourd'hui, la question en fait, d'une augmentation en fait, du taux, ce n'est pas forcément... Bon, effectivement, il y a un risque en fait, sur le portefeuille, etc., le risque de taux qui est porté sur ça. Mais plus tard, c'est l'impact sur l'économie en fait, de ça. C'est aujourd'hui des gens qui ont des crédits immobiliers, qui doivent payer beaucoup plus, avec une augmentation en fait, importante. C'est ça beaucoup plus le problème au niveau de la politique monétaire et l'augmentation des taux. C'est ça le vrai problème. Pour moi en tout cas. Et ça,
il faut le mesurer et il faut savoir en fait s'assurer que l'économie est capable en fait d'absorber ce choc de taux derrière, qu'on ne se retrouve pas en fait dans des situations comme aux US avec la crise du subprime, avec l'augmentation des taux ou ce type de choses. Voilà, ça c'est en fait le premier point. Alors par rapport aussi à la politique monétaire, je pense effectivement il faudrait peut-être plus d'alignement en fait sur les quelle stratégie en fait de politique monétaire en fait sur le pays, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut augmenter les taux, est-ce qu'il faut injecter les liquidités. Il faut se rappeler que l'Europe est sortie de crise, on pense aujourd'hui que tout va bien, mais je suis désolé aujourd'hui, il y a des opérations d'Altéro de je ne sais pas combien de 1000 milliards d'euros qui ont été injectés en fait pour absorber la crise. Donc, et on pense que la crise en fait est surmontée du jour au lendemain comme ça. Non, c'est une opération. Et donc, effectivement, parfois, peut-être, il y a des mesures au niveau de la Banque centrale ou au niveau des autorités monétaires. S'il faut relancer l'économie, mais je les comprends aussi, il faut qu'il y ait les conditions de sécurité, de confiance, de stabilité politique pour que ces injections monétaires se traduisent dans une bonne croissance et pas, en fait, une croissance uniquement faite par la consommation. Mais il y a encore de la marge de manœuvre, je pense, monétaire. Et si même on compare les benchmarks Banque centrale tunisienne par rapport à la Banque centrale européenne, ces niveaux d'intervention par rapport au PIB des régions, je crois que, moi je fais le calcul il y a quelques mois, je crois que c'est 2 à 3 fois plus d'injection en fait, de la BCE dans l'économie européenne que ce qu'on parle en fait, des quelques milliards, de 5 milliards de dinars en fait, d'injection en fait, dans les banques. Et je pense là aussi, mais je n'aurai pas le temps de parler des techniques, on a des solutions parce qu'il faut savoir que les banques sont très liquides en devises. C'est vraiment un problème aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, les banques sont liquides en devises et on manque juste qu'il n'y a pas le papier, s'il y a des petits instruments de swap qui permettent en fait, de refinancer en fait, le devise en dinars, ce montant d'emprunt en fait, va baisser significativement. Donc Slim, tu voudrais réagir? Moi, je pense important, surtout pour les gens qui peut-être regardent la Tunisie un peu de loin et ne savent pas exactement ce qui peut se passer à l'intérieur. Je pense que la situation elle est compliquée, mais la complexité, comme l'a souligné Fadel, c'est pas forcément au niveau d'endettement. C'est plutôt la dynamique dans laquelle on est, qui est là. Donc on parle de un peu plus de 2% de croissance, qui n'est pas suffisant par rapport à la fois le pays, ce dont il a besoin pour créer les emplois et tout, mais aussi sur tout simplement par rapport à un potentiel. Donc, et c'est à la limite, c'est ce qui rend les choses un peu plus frustrantes. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un point important qu'il faut garder en tête. C'est pas une question de faillite, c'est plutôt une question de dynamique qui devrait être plus élevée et qui pourrait être beaucoup plus élevée. Donc, moi, je pense que c'est le premier point que j'avais envie de souligner. L'autre question d'Ashraf qui portait sur le risque systémique par rapport à la bourse, si la modernisation du secteur financier, ou peut-être de manière plus précise du secteur bancaire qui ne se fait pas comme on le voudrait. Moi, je pense ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est l'enjeu. On a un enjeu qui est super important, qui est le financement de l'économie. On a des leviers qui sont du côté du financement bancaire, on en a parlé. On a aussi des leviers qui pour moi, concerneraient le secteur financier, on en a parlé aussi. Et c'est cet enjeu-là qui prime. Bon, je fais une confidence, je partage assez ce qu'a dit Lies sur la lecture qu'on devrait faire du Thun Index, que je n'arrive pas, moi non plus, à forcément bien comprendre. Donc, moi, ce que je dis, c'est que l'enjeu, il est par rapport à réformer le secteur bancaire et le secteur financier pour financer réellement l'économie réelle. C'est ça l'enjeu pour moi. En fait, pour moi, pour la Tunisie et sur les années qui viennent. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, on a débordé de 10 minutes. Donc, il me reste juste à remercier en fait nos panélistes. Et merci pour le public pour son attention. Et rendez-vous dans d'autres événements du Club Finance. Merci beaucoup.